nous avoir rejoints pour cette conférence de 15 heures. Table ronde intitulée « Travailler avec une maladie rare ». On va passer 1 heure avec nos 3 invités. Au bout de 40-45 minutes, vous aurez tout à fait la parole pour échanger. On est entre nous avec nos invités. J'ai ici un micro, mais je pourrais presque m'en dispenser. Pareil pour nos invités, on va faire connaissance. Et puis on va discuter tous ensemble. Sur votre droite, je présente Valérie Siby. Vous avez 59 ans, vous êtes ancienne formatrice de travailleurs sociaux. Vous avez choisi une retraite anticipée pour vous consacrer pleinement avec votre époux Jean-Yves à une association que vous allez nous présenter. Ici, avec les superbes lunettes roses, le docteur Alexandra Salambier. Vous avez 52 ans, vous êtes médecin du travail au CHU de Lille depuis une vingtaine d'années. Vous êtes responsable du service pour 16 000 salariés. Vous allez notamment nous présenter le parcours de vie d'une patiente que vous avez suivie. Enfin, Nicolas est avec nous. Bonjour Nicolas, vous avez 47 ans, vous êtes père de 2 enfants, vous habitez Lille et vous êtes professeur d'éducation physique et sportive à Faches-Tuménil. Voici pour ces présentations succinctes. On va commencer avec vous, Valérie. Vous allez nous présenter du côté de la région valenciennoise la cantine de Joséphine. Donc la cantine de Joséphine, ça tombe bien, ça rime. C'est quoi une cantine? C'est qui Joséphine? Alors Joséphine, donc c'est notre fille qui a 32 ans aujourd'hui, bientôt 33 la semaine prochaine. Joséphine, écoutez, a été diagnostiquée il y a juste quelques mois, d'une maladie rare, on peut la citer SOX11. Bon, ça ne change pas grand-chose à notre vie quotidienne, il a fallu 31 ans pour poser le diagnostic, mais il me semble que c'était quand même important de le faire à un moment donné, et ça a pu être fait grâce justement au progrès des techniques de recherche. Joséphine a une scolarité, adaptée, mais en milieu ordinaire. Elle avait surtout des retards, un retard global des acquisitions. Elle a tout fait très tard. Elle a marché, pour donner 2 exemples, elle a marché à 3 ans et demi. Elle a commencé à parler, elle avait 6 ans. Elle a commencé à écrire ou à compter, elle avait 11 ans. Elle a tout fait en retard en fait, mais elle fait tout quand même. Et en fait, un peu dans l'incertitude et sans savoir de quoi souffrait Joséphine, on s'est attaché à se concentrer sur son quotidien. Donc je disais, elle a fait toute une scolarité adaptée, mais en milieu ordinaire, jusqu'au jour en fait où elle a terminé une formation de CAP qu'elle n'a pas obtenue parce que, je peux le dire parce que j'en faisais partie, mais parce qu'au niveau de l'éducation nationale, c'est quand même très formaté, le CAP c'est comme ça, à l'époque il fallait 10 dans les matières théoriques et donc elle ne les avait pas. Elle avait réussi à acquérir des compétences professionnelles dans un CAP APR, donc agent polyvalent de restauration, mais pas les parties théoriques. Donc elle n'a pas obtenu son CAP. Et puis en sortant, c'est le précipice, on fait quoi d'elle? Alors que Joséphine a beaucoup de caractère, beaucoup de tempérament, elle sait ce qu'elle veut. Donc elle voulait construire sa vie et donc elle a commencé par essayer de trouver l'endroit où elle allait habiter, puisqu'elle nous a dit, pour la petite histoire, je ne vais quand même pas passer ma vie avec 2 vieux. Donc on s'est dit, ouais c'est vrai, t'as raison, et nous on n'a pas envie de passer notre vie avec toi qui nous suit partout alors que tu as plein de choses à vivre et à faire. On est à quel moment, quelle année là? Donc là elle a 18 ans, entre 18 et 20 ans. Et puis c'est là où on s'est dit, puisqu'il n'y a rien qui existe pour elle, elle avait quand même travaillé dans la restauration, mais elle n'était pas capable de travailler au milieu ordinaire. C'était trop de pression, il fallait être rapide. Joséphine, elle avait des temps de latence, très fatigable, donc c'était pas possible. Donc on s'est dit, puisque rien n'existe, on va le créer en fait. Alors au départ, on voulait faire un truc pour Joséphine, en se disant je vais quitter mon boulot et puis on va ouvrir c'était la mode, un bar à pâtes. Et puis je me suis dit non, mais elle vient de me dire qu'elle avait pas envie de rester habiter avec nous, pourquoi elle aurait envie de de travailler avec sa mère toute la journée. Et puis moi j'aimais bien mon boulot donc je me suis dit non, il faut trouver une autre solution. Puis après je me suis dit qu'il y avait plein de Joséphine et plein de parents de Joséphine et qu'on allait plutôt le faire sous forme associative. Donc en 2013, on a créé notre association. Une association qui a 3 objectifs. Oui, donc notre association a 3 objectifs. Le premier, c'était le plus facile à mettre en œuvre, c'est l'insertion sociale,
donc par le biais des loisirs, de la culture et de la citoyenneté. Donc depuis 2013, on propose à une petite quarantaine de jeunes d'une même génération, c'est-à-dire entre 18 et 35 ans. Bon, après on ne les met pas dehors, hein, mais je veux dire pour l'instant ils ont à peu près cet âge-là et ils partagent les mêmes goûts, donc voilà, ils font des sorties ensemble. L'idée c'était aussi parce qu'ils sont quand même suffisamment autonomes pour le faire, l'idée c'est qu'ils sortent entre copains, quoi, parce qu'on est parti de leurs besoins et ce qui leur manquait c'était effectivement d'avoir des amis. Donc là c'est vraiment une grosse bande d'amis maintenant, hein, et ils font plein d'activités. Ça peut être un cinéma un samedi après-midi, mais ils sortent en boîte, là, il y a toutes les 6 semaines, tous les 2 mois, il y a une soirée qui est organisée dans une vraie boîte de nuit, avec eux, avec des horaires qui leur conviennent, pas d'alcool, pas de traitement, etc. Et donc il y a plein de structures qui s'y retrouvent. Et un séjour d'été où ils louent des mobil-homes classiques dans un camping et où ils partent avec 2 accompagnateurs, mais qui sont plus là pour les courses et puis la vie quotidienne. Et le deuxième objectif est l'intégration par le logement. Donc on a créé, on est en train de terminer le 3e habitat inclusif, où là effectivement, dans un habitat inclusif, c'est pas une structure médico-sociale ni un foyer logement. Ils vivent ensemble et ils partagent en fait le quotidien comme des étudiants. Et nous on est là pour les accompagner au quotidien, enfin dans tous les actes de la vie quotidienne, on va dire. Et ensuite, donc, le 3e objectif, c'est l'insertion professionnelle, et c'est ce qui m'amène à être là aujourd'hui. Et donc, on a créé en 2015, et je le revendique parce que c'est pas parce qu'on habite dans les Hauts-de-France qu'on ne doit pas en être fier, on est moins médiatisé peut-être, mais on a été le premier restaurant inclusif à ouvrir en France sous ce statut, en fait, d'entreprise ordinaire, on va dire. Hein, on n'est pas un ESAT, on était une entreprise d'insertion et maintenant on est une entreprise adaptée. Qui compte combien de salariés, cette entreprise? Alors en 2015, quand on a ouvert, on a démarré avec 3 salariés, dont 2 en situation de handicap. Aujourd'hui, on est 12 salariés, dont 8 en situation de handicap, avec toute forme de handicap. Alors j'ai dit en préambule que c'était dans la région de Valenciennes, c'est où plus précisément? Alors on a commencé par un restaurant dans la ville de Valenciennes, qu'on a mis ici en pause parce qu'on a un autre gros projet qui devrait ouvrir normalement avec tous les aléas des travaux, on va dire dans 3 mois. Donc on avait un restaurant de centre-ville de Valenciennes. Bon, vous savez que comme beaucoup de restaurants d'artisans, on a subi le Covid de plein fouet. Et on a résisté, on a survécu et donc on a gardé un petit restaurant. Mais ça a été aussi l'occasion, c'est un peu notre politique, hein, de rebondir sur les mauvaises choses qui peuvent nous arriver, on va dire, les aléas. Et en fait, on a développé un service traiteur. Donc actuellement, on a ce restaurant qui est en train de déménager. On a un service traiteur qui fournit des particuliers, des associations, des entreprises. Ça peut être un repas de mariage, ça peut être des plateaux repas pour une entreprise, c'est des cocktails pour des associations ou des entreprises. Et puis aussi maintenant, on a un service de livraison au quotidien, puisqu'on a des partenariats commerciaux, par exemple, avec la FEJ ou des associations, par exemple, qui accueillent des enfants ou des adolescents sous mesure de placement judiciaire, pour donner un exemple. Regardez Valérie, on a affiché sur cet écran, vous pouvez vous lever si vous voulez et commenter comme vous voulez. Vous pouvez vous approcher de l'écran. On a extrait de votre Facebook, vous allez nous rappeler l'adresse et commenter les quelques photos qui sont là. Eh bien, voilà, donc on fait des buffets traiteurs. Alors on travaille aussi beaucoup avec en circuit court et avec des produits frais. On essaye de faire le maximum. Là, vous voyez, c'est Joséphine, sur la photo en bas à gauche. Au milieu, c'est notre équipe cette année, au moment de Noël. Il y a Joséphine, derrière il y a son petit frère, et elle insiste pour dire que c'est son petit frère, qui dirige maintenant ce volet-là de notre association. Et puis derrière, le monsieur Barbu, c'est notre chef. Et notre chef, là c'est tout notre personnel, et notre chef il est extraordinaire parce qu'à la fois c'est un vrai chef de cuisine, mais il a ce côté formateur et éducateur qui font que c'est ça qui fonctionne, puisque sont nos salariés, mais on les forme. Il faut savoir quand même que dans nos salariés, il y en a 2, dont Joséphine, qui ont obtenu leur titre professionnel de serveuse en salle. C'était un de leurs rêves, c'est d'avoir un diplôme et de pouvoir montrer un bout de papier en disant je suis diplômée. Et donc donc ils les forment à l'interne.
On a donc notre restaurant, donc on a un agrément ESUS, ça veut dire qu'en fait on travaille dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Donc on a du mobilier d'occasion, on recycle, on réemploie. Les serviettes de table sont des draps qui ont été coupés et cousus à la forme des serviettes de table en tissu. Donc vous voyez, ce sont des tables qui sont faites par des membres de ma famille. C'est de la récup parce qu'on va chercher tous nos objets en fait dans des ressourceries à Emmaüs. Et puis notre camion de livraison, là qu'on reconnaît maintenant dans le Valenciennois, puisque tous les jours il est en route et il fait à peu près 150 km par jour, entre 100 et 150 km par jour. On rappelle qu'on a extrait ces photos de votre compte Facebook. On peut rappeler c'est le moment de rappeler vos réseaux sociaux. On a une page La Cantine de Joséphine où là vraiment on se concentre sur l'activité économique, et on a une page en délices où là effectivement on parle davantage des jeunes qu'on accompagne dans leur sortie. En particularité de l'entreprise, et c'est ce que vous dites, l'entreprise s'adapte aux pathologies plutôt que l'inverse. Exactement, et ça j'insiste parce que effectivement, et ça a été ma première idée quand on a créé la cantine de Joséphine, sans savoir à l'époque ce que c'était qu'une entreprise adaptée. Mais je me disais, mais en fait, il faut juste qu'on s'adapte, quoi. C'est-à-dire que si elles ne savent pas porter les assiettes, on va fabriquer un chariot et puis elles mettront leurs assiettes sur un petit chariot. Si elles ne savent pas prendre les commandes, de toute façon, elles savent tellement utiliser les tablettes que on prendra des tablettes. Enfin voilà. Depuis 2022, maintenant, on est une entreprise adaptée. Alors une entreprise adaptée, pour ceux qui ne savent pas, c'est une entreprise qui fonctionne exactement comme une entreprise ordinaire. Il faut juste qu'on ait entre 50, je ne sais plus combien, 52 et au maximum 70% de salariés pouvant bénéficier d'une RQTH ou en situation de handicap. Voilà. Contrairement à une entreprise d'insertion où là, c'est le handicap et ou éloigné de l'emploi. Et puis ce qui nous a plu dans l'entreprise adaptée, c'est qu'on pouvait proposer des CDI. Ça veut dire que dans une entreprise d'insertion, l'objectif quand même, c'est de les réinsérer dans le milieu ordinaire. Alors que nous, en entreprise adaptée, la première chose qu'on a fait, c'est faire signer des CDI à tous nos salariés. Ce qui leur a permis pour certains de construire leur vie, d'avoir leur appart. On a Maxence qui est un monsieur de petite taille. Ça ne l'empêche pas d'avoir une vie tout à fait ordinaire et normale, sauf que quand il était en apprentissage, un jour, son patron est entré dans la cuisine, l'a vu assis, il l'a mis dehors en disant que c'était un fainéant. Nous, la première chose qu'on lui a mis à disposition, c'est une chaise. Moi, je ne sais pas vous, mais j'ai jamais remarqué si les carottes, elles étaient épluchées debout ou assis. On s'en fout du moment qu'elles sont bien cuisinées, c'est un excellent cuisinier. Donc, grâce à ça, grâce au CDI, il a pu effectivement avoir son logement, il a pu construire sa vie avec sa compagne. On a Jim qui a 2 petites filles maintenant, et l'un est parrain des enfants de l'autre. Enfin voilà, ça a créé toute cette dynamique. Tout ça parce qu'on a su adapter, en fait, les gestes du quotidien, le mobilier, enfin voilà quoi, c'est pas compliqué. Parfois, je dis pas que c'est toujours simple pour d'autres entreprises, mais pour nous, c'était pas compliqué. Et puis, il y a des choses qu'il peut pas faire parce qu'il est trop petit pour attraper, il appelle quelqu'un et puis on lui donne. Simple et... C'est ça, nous on essaye de faire des choses simples et de penser simplement à ce qu'on peut mettre en place pour les accompagner. Et en fait, vous voyez, la tablette, on l'a pas fait. Parce qu'on s'est dit finalement qu'elles avaient leur petit carnet avec leurs crayons. Alors, les premières semaines, je me souviens de Joséphine, dès qu'elle faisait une rature, elle recommençait tout. Et donc, on lui a expliqué que les gens risquaient d'être en retard pour aller travailler si elle recommençait à chaque fois pour avoir sa belle écriture, parce qu'elle est très soignée. Et donc, finalement, ça a permis à Joséphine, Ludivine et Émilie qui servent en salle et qui prennent les commandes de continuer en fait à écrire et à réfléchir et à renoter, etc. Et puis finalement, ça leur plaît bien comme ça. On voulait notamment insister sur le fait que l'entreprise accueille toute forme de handicap sans restriction de pathologie. Oui, en fait, on essaye de s'adapter. Pour vous donner des exemples, il y a un monsieur qui avait une maladie professionnelle et qui a dû se reconvertir et qu'on a eu un moment chez nous. Enfin voilà, handicap invisible, ça ne se voyait pas, sauf que il avait quelques difficultés. On a des personnes de petite taille, on a une personne qui a un trouble psychique, on a un multidis qui ne sait pas du tout lire, écrire et qui aussi est un peu dyspraxique. Nous on s'en sort, de temps en temps il fait tomber la louche dans le bouillon, mais c'est pas grave. On a donc Émilie qui
qui est trisomique, Joséphine, donc il y a un SOX11, je le dis maintenant parce qu'on le sait, hein, Madame Petit, mais après on a Maxence qui est de petite taille, on a David qui est de petite taille, on a un monsieur qui s'est cassé le dos dans les travaux publics et qui vraiment maintenant a un handicap, ne le comprenait pas mal, mais en fait nous on a voulu vraiment accueillir dans la mesure du possible, et si c'était compatible effectivement avec ce qu'on proposait comme activité professionnelle, toute forme de handicap. Voilà, on ne s'est pas entre guillemets spécialisé dans un type de handicap parce que on estime que c'est la diversité, c'est la mixité qui est enrichissant. Parce que là tout à l'heure je vous disais, quand Maxence il n'arrive pas à travers un truc, il a pris Alain qui est 2 fois comme lui. Voilà, c'est ça. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que on reçoit beaucoup de stagiaires. Alors tous les stagiaires du milieu scolaire en fait, où on les prend pas en stage ailleurs, ils atterrissent à la cantine de Joséphine, parce que nous justement on est ouvert à tous ces enfants qui sont en SECPA, en CLIS, en CAP, etc. et qui ont beaucoup de difficultés. On m'a cité l'exemple la semaine dernière d'une jeune fille qui allait en stage et elle a mis une demi-heure à mettre son tablier et personne ne l'a aidé à mettre son tablier. Je lui dis, non, mais viens chez nous, tu vas voir, moi je vais te coudre un tablier avec un scratch et tu ne seras plus obligé de faire un nœud, quoi. Enfin voilà, c'est des petites choses, mais c'est tellement possible de le faire. C'est tellement possible. Et donc du coup, il y a une forme de solidarité, d'entraide, et le handicap de certains va compléter celui de l'autre, et puis on rigole bien, quoi. On rigole bien, tout ça depuis une bonne dizaine d'années. Oui, 2015. On va fêter les 11 ans ici en 2010. Alors Valérie, votre fille Joséphine n'est pas avec nous cet après-midi. Comment elle vit ses activités? Qu'est-ce qu'elle nous aurait dit si elle avait été avec nous? Elle aime son travail, ses collègues, qu'est-ce qu'elle nous dirait? Ça lui a changé la vie. Elle qui ne voulait pas rester avec 2 vieux, là elle habite toute seule dans sa maison. Elle a son travail, ils prennent les transports en commun. Je dis ils parce que je pense aux autres en même temps. On leur a appris à prendre le tram, le bus. Bon, pour la petite histoire, ça a été un peu compliqué pour Émilie, puisqu'elle est revenue une fois en taxi, une fois avec la police municipale, et la 3e fois, elle m'a appelé en disant « je sais pas où je suis ». Donc, vous voyez, mais maintenant on en rigole sur le coup, on dit mon Dieu, mais elle a su se débrouiller, elle a retrouvé le logement et on en rit maintenant, mais voilà, on est passé par des étapes où il a fallu leur apprendre plein de choses et Joséphine a appris à prendre le bus, le tram, elle va sur son lieu de travail, elle revient, elle est capable maintenant d'habiter seule. Bon, il y a des choses qu'elle ne sait pas faire, elle ne sait pas gérer son budget, mais elle va faire ses courses toute seule. Je lui ai pris une carte Revolut là, que j'alimente. Enfin voilà, elle se débrouille, elle est heureuse, elle a ses amis. Quand quelquefois elle est fatiguée ou elle n'est pas bien, on n'a pas d'arrêt de travail. On n'a pratiquement pas d'arrêt de travail sur un an. Il n'y a pratiquement pas. Vraiment, il faut qu'elle soit malade pour s'arrêter. Et Joséphine, elle m'envoie un texto en me disant « Maman, je ne suis pas très bien, mais bon, courage, je vais travailler. » Voilà. Parce qu'il y a cette forme de joie au travail qui fait qu'ils sont bien ensemble. Elle a sans doute hérité de l'énergie de sa maman. Vous avez cité rapidement le professeur Petit, je crois que c'est le professeur qui est là cet après-midi. Voilà. Professeur, c'est le professeur qui a détecté il y a moins d'un an. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, oui. J'ai été en effet très impressionnée par tout ce qui a été mis en place et par l'énergie finalement aussi des parts. Et j'espère que ça va faire les émules. Exactement. Et en fait, pour préciser, Joséphine a été opérée de la mâchoire. Et c'est le professeur Ferry qui m'a dit, mais vous avez un diagnostic? Et moi je lui dis, non, on a abandonné depuis 31 ans. Il me dit, ça vaudrait quand même le coup de revoir Madame Petit parce que avec l'évolution des techniques de recherche génétique, peut-être que maintenant on trouverait quelque chose. Et là, quand on est arrivé, on a dit, on a trouvé, ah bon, c'est possible au bout de 31 ans. Donc ses frères l'appelaient Chaussette, parce que voilà, Sox, il disait, Chaussette. Et voilà, je pense que ça peut aussi montrer, parce que dans les statistiques, c'était la plus vieille quand même. Et du coup, si elle ne s'était pas fait diagnostiquer, on ne saurait pas que Joséphine avait ce syndrome. Et ça peut aussi aider, j'imagine, pour faire une cartographie ou pour, je ne sais pas comment on peut dire, mais ça peut, voilà, c'est intéressant et je pense important de peut-être de jamais lâcher l'affaire.
effectivement. On va accueillir notre deuxième invité, mais vous conservez, vous avez un scoop. On attend la fin de notre table ronde pour vous annoncer votre compte. Vous savez, ça s'appelle un cliffhanger, une série Netflix. On va accueillir le docteur Alexandra Salambi. On rappelle que vous êtes médecin du travail à l'hôpital au CHU de Lille depuis une vingtaine d'années. Vous travaillez également en consultation de pathologie professionnelle. Vous êtes spécialisé dans les risques psychosociaux et le maintien à l'emploi. Vous offrez des conseils d'orientation professionnelle adaptés aux pathologies. Alors on va être très concret, vous allez être très concrète, on ne va pas en théorie décliner votre fiche de poste, mais pour bien comprendre comment vous travaillez, vous allez nous prendre le cas d'une patiente qui s'appelle Céline et qui est atteinte d'une maladie rare depuis une dizaine d'années. Comment un médecin du travail accompagne cette personne, cette Céline atteinte d'une maladie rare? Comment ça se passe? Alors, bonjour Yann, merci. Moi, je suis vraiment ravie d'être là parce qu'on entendait le côté on s'adapte, il y a besoin de s'adapter. Alors Céline, elle est arrivée, elle était aide-soignante à 24 ans, elle est arrivée à l'hôpital de Lille et elle n'avait pas encore de diagnostic, elle n'avait pas encore de signe de sa maladie, qu'elle était porteuse quand même depuis la naissance. Et puis, à peine un an après avoir commencé son travail d'aide-soignante en réanimation, elle a commencé à avoir des signes de faiblesse musculaire et on lui a diagnostiqué une myopathie des racines des membres qui évoluait quand même assez rapidement. Et alors que elle voulait garder son emploi et en étant titulaire de la fonction publique, la problématique du travail en réa, c'était un petit peu compliqué parce que c'est quand même déjà être soignant, c'est prendre soin des gens, le nursing, les aider à se laver, à se lever, physiquement, ça devenait vraiment très compliqué, elle avait une fatigabilité et le service, j'avais été sollicitée par son encadrement puisque elle avait un peu d'absentéisme et puis en plus elle exprimait des difficultés à faire son poste. Mais elle cachait sa maladie au départ. Alors au départ, elle a eu du mal à accepter son diagnostic. C'est des choses qui sont assez classiques selon moi. C'est ce que j'observe quand même régulièrement. Il faut accepter. Puis il y a la peur de l'avenir. On parlait de construire sa vie. Et justement, le travail fait partie de la construction de la vie et de s'épanouir. Donc on a essayé avec son encadrement d'adapter son poste à sa pathologie. Elle était hôtesse dans le service, mais malgré ça, il y a quand même, elle devait préparer des lits, on n'a pas pu la maintenir en réanimation. Et en fait, elle a vraiment rebondi, donc on l'a accompagnée sur une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé qui a permis qu'elle fasse une formation et elle a fait un essai au SAMU à la réponse téléphonique en fait. Quand vous appelez le SAMU, il y a quelqu'un qui va dire s'il faut une ambulance, passer un médecin, Et c'était plus adapté parce que c'était plus statique. Ça lui a plu et elle a fait la formation qu'elle a passée brillamment. Elle a continué à travailler au SAMU. Elle y est toujours. Et d'ailleurs, avant de venir ici, comme je ne l'ai pas vue depuis 2 ans, j'ai appelé son encadrement pour être sûre de savoir si tout allait bien pour elle. Et en fait, le cadre m'a dit oui, et en plus, c'est celle qui a le moins d'absentéisme. Alors que même pour se déplacer, pour la conduite automobile, c'est compliqué. Et en fait, alors qu'elle a des soins, elle a pas mal de kiné, Et bien, en fait, le travail, ça la tient. Et je suis ravie pour elle. J'étais même assez contente de savoir que tout allait bien. Parce que son cas m'a beaucoup marqué parce qu'elle a quand même un handicap assez sévère. Et en fait, elle est ravie de son travail. Ça lui permet vraiment d'être épanouie et de se sentir utile. Et puis socialement aussi, on parlait du lien avec les autres. Et vraiment, pour moi, c'est une réussite du maintien à l'emploi de cette jeune fille qui a 36 ans et qui travaille normalement malgré son handicap. Elle a mis du temps à accepter progressivement les adaptations nécessaires, ce changement de poste, des aménagements d'horaire, une reconnaissance de travailleurs en situation de handicap.
Comment ça se passe ce process? C'est long? Alors non, généralement c'est assez compliqué. Hein. Les personnes, en plus quand on conseille une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, il y a ce terme handicap qui est assez péjoratif et les personnes n'aiment pas trop, elles disent mais moi je veux fonctionner normalement. Je me souviens par rapport à cette fatigabilité, je lui avais dit elle était accompagnée au niveau de la médecine de l'adaptation, mais je disais voilà, quand vous faites vos courses, c'est peut-être plus simple de faire des drives parce qu'on vous met dans votre coffre, ça va être plus facile pour vous. Mais elle ne souhaitait pas ces adaptations, elle voulait vraiment fonctionner le plus normalement possible et puis elle me parlait beaucoup de ses enfants, qu'elle voulait continuer à venir travailler à l'hôpital, c'était très important pour elle. Donc oui, quand on leur parle d'une reconnaissance à un travailleur handicapé, c'est compliqué, mais en même temps, on leur explique que ça peut leur donner quand même des avantages, notamment en termes de prise en charge de formation, de maintien à l'emploi. Alors là, comme c'est la fonction publique, il y avait moins, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, mais de risque de perdre l'emploi, mais ça leur donne quand même beaucoup d'avantages. Donc on insiste là-dessus, sur la reconnaissance et sur le fait de demander de l'aide. Vous avez d'autres cas que celui de Céline à traiter, de personnes atteintes de maladies rares? Oui, alors là par exemple on a dû adapter le poste, mais j'ai un exemple d'une infirmière qui a des grosses responsabilités et qui a un handicap. Alors c'était assez bizarre parce que cette dame, je la voyais régulièrement, je l'ai vue dans ses visites régulières en médecine du travail et je ne savais pas qu'elle avait ce handicap. C'est un handicap visuel parce que en fait c'est une atteinte visuelle qui est arrivée progressivement, qui s'est aggravée et donc lors de la visite d'embauche elle n'avait pas du tout ça et on peut faire des tests visuels à l'embauche pour le personnel et comme il n'y avait aucune plainte particulière lors de la visite, je ne faisais pas systématiquement un examen de la vue. Et en fait, je l'ai su par une de ses collègues qui était inquiète, qui m'a dit mais il faudrait qu'elle vous en parle quand même, docteur, parce que ça pourrait poser problème au niveau du travail. Et en fait, j'en ai quand même discuté avec elle, mais c'était pas évident parce que comme c'est quelqu'un d'autre qui m'en a parlé, je lui ai entendu des perches et en fait elle m'a dit ces problématiques de santé. En fait, elle voulait pas m'en parler parce qu'elle avait peur de perdre son travail, son poste. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ses collègues, on parlait tout à l'heure de collaboration et en fait comme vous disiez, si la personne n'arrive pas à attraper quelque chose en hauteur, cette infirmière en fait les collègues l'aident dans les lectures de choses plus petites ou l'accompagne. En fait le poste s'est adapté autour d'elle sans forcément que l'encadrement soit au courant. Même la plupart des collègues ne sont pas au courant, c'est vraiment les collègues qui travaillent au quotidien autour d'elle qui sont au courant. Il n'y a pas eu nécessité de demander des adaptations de poste. C'est une solidarité qui prévaut dans ces cas-là? Tout à fait. Voilà, on dit la plupart des handicaps sont invisibles. Comme je disais, même, elle n'a pas voulu m'en parler au départ parce qu'elle avait peur que je l'interdise de faire ce travail. Il y a cette notion d'aptitude où on va dire est-ce que la personne est en capacité de faire ce travail ou est-ce que ce travail n'est pas dangereux pour sa santé, est-ce qu'elle ne met pas en danger aussi, il n'y a pas des questions de sécurité, ça peut arriver quand même. Mais là, tant que il y a cette solidarité autour et qu'il n'y a pas de souci. Elle se rend compte aussi que si un jour on a discuté, elle sent qu'elle met en danger son environnement ou la sécurité des patients, elle alertera. Mais pour le moment, tant que ça tient, et c'est important pour elle d'être intégrée au travail malgré ce handicap. Vous souhaitiez également donner des conseils au public sur l'importance de consulter sa médecine du travail. Donc, en fait, la promo du médecin du travail, qu'est-ce que vous apportez? Mais alors justement, quand il y a un souci de santé, quand on a un souci de santé, que on a quand même des capacités limitées sur certains points, l'intérêt d'en parler au médecin du travail, c'est de voir si le médecin du travail peut avoir un lien avec l'employeur pour demander une adaptation du poste, si elle est nécessaire. C'est pas le médecin de soins, c'est pas le médecin traitant, ou le médecin spécialiste ou le médecin de rééducation qui va contacter l'employeur. Le salarié va nous solliciter, va pouvoir nous dire mon médecin traitant, mon médecin de soins m'a demandé de venir vous voir parce que, ou alors voilà, j'ai telle pathologie et docteur, vous pensez que je peux travailler, faire des 3-8,
Nous, on va dire, non, c'est dangereux pour votre santé. On essaye aussi de maintenir à l'emploi sans qu'il y ait trop de dégradation de santé. Il ne faut pas que le travail aggrave l'état de santé du salarié. Donc le but aussi, c'est de dire, on va se rapprocher de l'employeur on peut parler d'adaptation d'horaire, mais aussi de tâches, de certaines tâches, des aménagements physiques si nécessaire, mais sans justifier de la pathologie. Moi, généralement, je conseille quand même aux salariés de ne pas parler de leurs problématiques de santé à l'employeur. Donc passer par son médecin du travail d'abord. Nous, voilà, on ne va pas parler de la pathologie directement, mais on va demander des horaires, une adaptation physique. Vous avez amené, docteur, un dépliant ici. J'ai parlé en tant que médecin du travail pour l'hôpital, mais il y a aussi un service de pathologie professionnelle au CHU Lille où il y a des médecins du travail qui peuvent aussi donner des conseils aux personnes qui veulent des conseils sur leur orientation professionnelle en fonction de leur pathologie ou qui ont un médecin du travail mais qui veulent un avis complémentaire sur leurs capacités restantes. Voilà, on donne des conseils sur est-ce que ma maladie elle est liée à mon travail ou est-ce que voilà, je suis atteint d'une maladie et quelles études je peux faire plus tard, qu'est-ce que je peux demander aussi comme reconnaissance au niveau de mon employeur. Voilà, c'est des consultations qui sont pour toute personne des Hauts-de-France qui peuvent demander une consultation au sein de ce service de pathologie professionnelle. Donc là, on va évidemment, vous l'avez compris, au-delà des maladies rares. C'est un CRPPE, le Centre régional de pathologie professionnelle et environnementale des Hauts-de-France, attaché au CHU de Lille. Donc, madame, pourquoi conseillez-vous aux personnes de ne pas parler exactement de leur pathologie à l'employeur? Alors, il y a souvent une mauvaise réaction. Parce que voilà, il peut y avoir beaucoup de bienveillance. Enfin, voilà, je suis épatée par l'entreprise solitaire, mais voilà, même, voyez, je travaille à l'hôpital, j'ai pu voir des personnes parler de leurs difficultés de santé et qu'il y ait des collègues pourtant soignants qui ne comprennent pas. Mais après, chaque cas est différent. À partir du moment où on demande une adaptation, les personnes en face savent qu'il y a quelque chose. Donc le fait de savoir exactement la cause fait une différence. Si par exemple vous avez une adaptation d'horaire, les personnes disent mais pourquoi tu as une adaptation d'horaire? Si la personne elle dit je suis bipolaire et j'ai un traitement, déjà il peut y avoir des collègues qui vont avoir peur de la pathologie mentale ou d'autres qui vont dire je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas travailler la nuit. Enfin, voilà. Mais ça va vraiment dépendre un petit peu c'est du cas par cas en fait. Moi je peut-être aussi que certains, comme vous disiez tout à l'heure, et nous on l'a vécu, déjà ils ont du mal à accepter le mot handicap, le mot RQTH, donc ils n'ont pas du tout envie d'en parler à leur employeur parce que déjà ils ne sont pas capables d'en parler et d'accepter. Et puis ils veulent fonctionner le plus normalement possible. En règle générale. Voilà. Parce que moi je vois mon cas, je suis RQTH, j'ai une maladie rare et depuis que je le sais, je l'ai dit. Alors peut-être que j'ai eu de la chance de tomber sur des personnes non seulement bienveillantes, mais à la limite qui s'en moquent, mais dans le bon sens, quoi. C'est comme ça. Effectivement, si je suis pas bien un matin et que je dois me mettre dans un coin, il me laisse un quart d'heure dans un coin et puis voilà, et puis après on repart et puis peu importe quoi, ce qui s'est passé, Alors c'est toujours un peu sur un fil aussi, dans les échanges, quand on voit quelqu'un en consultation, on peut échanger avec l'employeur, mais après, les médecins du travail, ils ont cet intérêt aussi de pouvoir aller sur le lieu de travail et pouvoir aussi discuter avec l'environnement, voir ce qu'on peut adapter. Quelquefois, il y a des questions de l'encadrement qui me dit je ne l'ai vu pas bien, qu'est-ce que je peux faire quand c'est comme ça? On va donner des conseils, mais on ne va pas dire elle a ça comme traitement, elle a ça comme patho. Voilà, non mais voilà, c'est là où je disais on en dit le moins possible. Après, oui, c'est bien de savoir quoi aussi faire s'il y a des soucis au travail. Et ça, nous, on va pouvoir aller sur le lieu de travail pour donner des conseils. Et c'est là aussi où je disais le rôle du médecin du travail, c'est là où on a toute notre place par rapport à, comme je disais, le médecin de soins ne va pas aller sur le lieu de travail pour voir ce qui est faisable ou pas faisable. Oui, moi je voulais simplement expliquer un peu ce qui m'est arrivé puisque je ne suis pas
je n'ai pas. Est-ce que vous entendez derrière madame? Oui, je ne suis pas en situation de handicap, mais lorsque j'avais un emploi fixe, déjà depuis quelques années, j'ai eu une petite fille qui va très bien aujourd'hui, mais qui a une maladie rare. Et on a fini par me mettre au placard parce qu'on m'a dit que j'allais trop m'absenter pour elle et que mes allers-retours au CHR ne plaisaient pas en fait à la direction et que du coup ça allait nuire au travail à exécuter à la journée. Donc du coup, on a fini par me mettre au placard et à me virer. J'étais virée, et pourtant je n'étais pas moi-même en situation de handicap à ce moment-là. Si je peux me permettre, il y a 3 situations. La première, c'est des employeurs bienveillants avec une belle humanité qui font que tout va très bien se passer. Et de toute façon, quand la direction est bienveillante, les salariés deviennent solidaires et il y a une espèce de... Voilà. Deuxièmement, il y en a qui ne sont pas gentils. Point. C'est tout. Il y a des gens gentils sur cette terre et il y en a qui ne sont pas gentils et qui se moquent de ce que les autres peuvent bien avoir. Et la troisième, et puis la rentabilité, quoi. C'est ça aussi. Il y en a qui s'en moquent et qui veulent que leur... Alors après, on ne juge pas, mais qui veulent aussi que ce soit rentable et qui se disent, c'est pas mon problème en fait. Et le troisième, ça fait peur. Et la notion de peur, elle est importante. J'ai pu, depuis une trentaine d'années, me rendre compte que pour certaines personnes, c'était de la peur. Et parfois, quand on explique, et quand les médecins du travail expliquent, quand la direction explique, et qu'on dit, moi j'ai dirigé un établissement scolaire, et j'avais des élèves qui étaient en situation de handicap. Je pense à un où il ne voulait pas en parler, sauf que dès qu'il se mettait à parler, ça se voyait. Et je disais, mais tu sais, ils vont se poser des questions. Et une fois, alors au bout de 3 semaines après la rentrée scolaire, une fois qu'il a expliqué les choses, en fait, on s'est rendu compte que les autres, c'était de la peur. Comment je dois lui parler, comment je dois faire, comment je dois me comporter avec lui. Et une fois que ça a été, je lui ai laissé 1 heure pour expliquer devant la classe. Et puis après, il n'y a plus jamais eu de problème. Donc vraiment, ces 3 situations différentes. Évidemment, celle du milieu, c'est la moins intéressante pour tout le monde. En tout cas, je tiens à remercier mon ancien employeur, puisque maintenant, je fais quelque chose qui me plaît énormément. Et voilà. Et je m'occupe de ce fait, de tous ces échanges, je voudrais rebondir. Qu'est-ce que vous recommandez, par exemple, à un jeune porteur d'une maladie rare en situation de handicap qui intègre une structure où il n'y a peut-être pas de médecin du travail en poste dans cette structure? S'il veut bénéficier d'aménagement, il contacte qui et il en parle à qui? Eh bien, il peut contacter le service de pathologie professionnelle. Allez, on est encore une vingtaine de minutes ensemble. On va accueillir notre 3e invité. Vous aurez encore l'occasion de vous exprimer. Notre 3e invité, c'est Nicolas. Je rappelle que vous êtes professeur d'EPS à Faches-Tuménil. On va remonter en août 2017. Vous disputez un match de tennis officiel lors d'un tournoi de votre club. Ce match aurait dû être une formalité, mais ça ne s'est pas passé comme prévu ce jour-là. Vous devez gagner le match et ça s'est pas bien passé. Qu'est-ce que... Bonjour à tous. En fait, gagner facilement, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne devais pas le perdre de cette manière-là, avec une énorme frustration à la fin de la défaite, parce qu'en fait, j'avais le sentiment pendant que je jouais qu'à un moment donné, je perdais la balle de vue, et que du coup, ça me mettait en retard, j'étais pas bien placé, etc. Les copains dans le clubhouse l'avaient remarqué aussi. Donc, en fait, j'ai pris une défaite très sévère et je ne comprenais pas trop ce qui s'était passé. Et en discutant avec les copains qui l'avaient remarqué, ils m'ont dit c'est quand même bizarre parce que malgré le fait que je sois myope, que j'avais des lentilles, c'était pas forcément un problème de correction qui pouvait expliquer ce que j'avais vécu. Donc sur leur conseil, je suis quand même allé consulter aux urgences ophtalmo au CHU. Et puis je suis allé le soir, je suis retourné le lendemain, j'ai fait plein d'examens qui ont quand même montré qu'il y avait un souci au niveau du champ visuel. Puis j'ai eu plein de rendez-vous qui se sont succédés pour essayer de voir un petit peu ce que c'était. Et puis voilà, je suis parti en vacances en mois d'août. Et il m'avait dit que si ça s'aggravait au retour de vacances, il fallait surtout pas que je perde de temps pour revenir. Donc en rentrant de vacances, ça s'était aggravé, puisque là j'avais un trouble sur les 2 yeux. Et du coup, je suis allé consulter. Et en fait, les symptômes évoquaient une maladie, mais qui était une maladie génétique. Et il n'y avait pas de cas connu dans la famille, donc c'est quelque chose à laquelle on ne croyait pas trop au départ.
Et puis voilà, donc en fait ils m'ont quand même expliqué qu'ils allaient continuer à me suivre régulièrement et que de toute façon s'il devait y avoir une dégradation, elle serait rapide. Et puis on s'est dit que ça peut être une dégradation assez sévère. Donc une perspective qui n'était pas forcément super au niveau physique. Donc moi, j'ai repris la rentrée au mois de septembre, mais j'avais quand même cette préoccupation de savoir dans quel état physique j'allais être dans quelques mois. Et du coup, sur le sujet qu'on évoquait juste avant, j'ai pris la décision, moi, à ma demande, de rencontrer la médecine de prévention du rectorat. Alors, ça représente l'institution, on va dire, parce que j'avais également prévenu mon employeur direct, qui était mon principal, et c'est vrai que la gestion du pôle institutionnel n'est pas la même que celle sur le terrain, avec les gens à qui on travaille au quotidien. Mais du coup, j'ai regretté, parce qu'en fait, quand j'y suis allé, mon diagnostic n'était pas officiellement posé, ils étaient encore en études sur des hypothèses. Je ne savais pas comment j'allais être dans quelques mois physiquement. Et en fait, quand je suis sorti de là, au final, je ne savais pas dans quel état j'allais être physiquement. Et par contre, je savais aussi que j'allais plus bosser 6 mois après. Parce que globalement, ils m'ont dit, et c'est peut-être le fait que ce soit une maladie rare aussi qui explique cela, parce qu'au départ, elle a parlé d'adaptation, qu'on allait se revoir régulièrement, je présenterai mes bilans, et qu'en fonction de ça, on verrait ce qu'il y a besoin de faire ou pas. Et puis, en allant photocopier un papier qui était mon bilan, et je pense qu'elle a échangé avec un médecin, avec un de ses collègues, comme c'est l'hypothèse que j'ai fait. Et peut-être que ce collègue, il avait eu affaire une fois avec cette maladie rare, mais qui n'avait pas évolué du tout de la même manière que pour moi. Parce qu'en fait, elle est revenue, elle m'a pu parler d'adaptation, et elle m'a dit, on déclare une inaptitude pour votre métier, donc on va vous mettre en retraite pour invalidité. Ils m'ont dit que j'avais quelques mois pour réfléchir à une reconversion, mais sinon ça serait ça qui allait m'attendre. Donc en gros, il n'y avait plus d'adaptation possible, mais c'était un petit peu l'issue. Bon, je suis sorti de là, j'étais un peu abattu parce que... Est-ce que vous voulez continuer à travailler sur moi j'aimais mon métier. À l'époque, l'état physique dans lequel j'étais au moment où je l'ai vu ne justifiait absolument pas qu'on puisse m'annoncer ça. Et donc je me suis aussi dit, en fait c'est sacrément grave ce que j'ai et que dans 6 mois je ne vois plus rien. Donc en fait c'était pas évident. Du coup je suis rentré, en plus j'ai 2 enfants, donc mon garçon de 8 ans, ma fille de 5 ans, je ne vais plus travailler, j'ai pas de prévoyance. Donc la retraite pour invalidité c'est vraiment pas grand chose, j'avais pas de prévoyance pour prendre le relais de complément de salaire. Donc compliqué, on se dit aussi d'un point de vue de papa, de mari, faut continuer à assumer. Et donc voilà, le processus il s'est engagé, donc le comité médical, expert, le côté sécuritaire pour l'institution, je pense qu'il a pris le dessus. Donc l'expert en gros il a dit je peux pas contredire le médecin du travail parce que sinon c'est moi qui m'engage. Donc en gros, il a confirmé mon invalidité, mon inaptitude. Et suite de l'histoire, dans quelques instants, j'ai vu le docteur Salombi, médecin du travail aussi, qui a fait la moue, une réaction sur ce qui s'est passé jusqu'à présent. En fait, là, on voit vraiment le côté très statutaire, en fait, le côté on suit la réglementation. Et il n'y a pas de possible, l'adaptation n'est pas possible parce que, alors là c'est la fonction publique, donc il y a des textes. Et en fait, là, il y a vraiment eu une référence que au texte. Et après, justement, les textes, la loi aussi veut qu'en premier lieu, on cherche à adapter dans la mesure où c'est possible. Et là, en fait, c'était pas la démarche qui avait été. Donc, en gros, moi, j'ai décidé de me battre. Donc, j'ai fait un recours, je suis allé au tribunal. Grâce justement aussi au personnel du CHU. Donc, mon neuro-ophtalmo et puis professeur Fantoni du pôle médecine de travail. Parce qu'en fait mon neuro-ophtalmo, chaque fois qu'il me voyait, il voyait que j'étais plus inquiet par cet aspect-là que par l'aspect physique et j'avais la chance aussi que ma dégradation visuelle elle se passait plutôt bien. C'était pas trop brutal finalement. Et du coup en fait il m'a fait rencontrer le professeur Fantoni. C'est ma chef de service. Votre chef.
chef de service. Et donc en fait en échange avec mon neuro-ophtalmo, elle a décidé d'essayer de comprendre mon environnement, mon travail, ma problématique visuelle. Et en fait elle m'a fait un certificat médical et elle m'a dit la démarche elle est en tout cas pas bonne parce qu'elle est au moins trop anticipée. Votre place est devant les élèves. Du coup ça m'a permis d'avoir une révision de mon cas en fait, de repasser devant un nouvel expert qui lui connaissait la maladie rare. Vous pouvez rappeler le nom de la maladie? C'est une neuropathie optique héréditaire de Leber. Et comme c'est héréditaire, moi je ne connais pas dans la famille, c'est aussi pour ça au départ qu'on avait un petit peu d'errance de diagnostic. Et puis du coup, grâce à cette réexpertise, on va dire, j'ai eu le feu vert pour pouvoir réintégrer mon poste. Donc j'ai repris le boulot au mois de septembre, l'année d'après. On est en 2018, avec des adaptations de poste qui avaient été prévues. Elles ont eu un petit peu de mal à se mettre en place, ça a pris du temps. Alors comment on adapte un poste d'un prof d'EPS qui est, comme vous le savez, en gymnase ou à l'extérieur avec des élèves à gérer, qui peuvent faire pique-pendre ici ou là? Ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est la solidarité des collègues. D'accord. C'est aussi une adaptation personnelle parce que moi j'ai développé des stratégies en fait, pour compenser mon handicap. Donc des stratégies pour le coup de repères visuels, de repères dans l'espace, d'association de binômes d'élèves, de moi régulièrement bouger pour savoir qui est où, etc. Et puis il y a aussi des adaptations qui ont été faites par l'institution. Donc une prise en charge de mon transport. Après j'ai pu bénéficier de matériel, notamment pour la lecture, pour agrandir ce que j'avais à lire, etc. Et il y a également une assistance humaine qui a été mise en place, donc au même titre que les élèves peuvent bénéficier d'un AESH. Moi je travaille avec une personne à côté de moi, une APSH, donc, qui me permet justement sous ma difficulté de pallier à ça quand j'ai un besoin. Et cette personne, vous la recrutez vous-même, c'est très particulier, ça se passe du côté de Ronchin. Ouais, parce qu'en fait, comme j'avais quand même travaillé une année scolaire complète tout seul avec ce handicap, l'année d'après, c'était pas évident pour moi d'accepter aussi qu'il y ait quelqu'un à côté de moi pour m'aider. Alors c'était plutôt une bonne chose, mais c'est jamais évident, et puis du point de vue des élèves. Donc en fait, je voulais aussi essayer que ça soit dans les deux sens, ça puisse être bénéfique pour la personne qui soit à côté de moi aussi. Donc en fait, je me suis occupé du recrutement en sollicitant des étudiants de la fac des sports de Lille. Et du coup, les personnes qui travaillent avec moi, c'est des étudiants en fait, qui sont salariés sous le statut de la PSH et qui du coup sont en immersion, en stage avec moi aussi toute l'année. Ils peuvent voir de l'EPS, donc ils se nourrissent aussi de mon expérience, de tout ce que je mets en place avec les élèves. Et puis sur quelques petites difficultés ponctuelles, ils m'aident. Voilà. Sachant que mon état physique, normalement, maintenant, on m'a dit que ça ne se dégraderait plus. Donc ces aménagements, normalement, ils vont durer jusqu'à la fin de ma carrière. Et c'est Clarisse qui vous accompagne. Clarisse actuellement, donc là c'est la troisième personne. C'est les personnes qui passent leur concours. Et du coup, les élèves, ils la voient avec moi comme une stagiaire. Elle passe le concours. C'est pour ça que des fois, pourquoi elle n'est plus là, madame? Elle a eu son concours maintenant. Et puis voilà. Car il faut préciser que vous n'avez pas souhaité, vous ne souhaitez pas spécialement informer vos élèves à chaque rentrée scolaire. Non, parce que particulière. Ouais, donc j'estime que c'est déjà du domaine du personnel, de l'intime. Je ne veux pas que ça suscite de questionnement plus que ça ne devrait, puisque c'est un handicap invisible. S'imaginer une difficulté visuelle pour quelqu'un, c'est juste impossible, parce qu'il peut y avoir tout un tas de pathologies sur la vision périphérique, centrale ou d'autres, et des fois, on peut s'inquiéter plus qu'il ne le faut, en fait. On voit bien au travers de vos propos qu'il faut se battre, parfois un conseil à la public, quand on veut travailler coûte que coûte. Se battre. Alors moi déjà, vis-à-vis de mes enfants, je voulais aussi montrer l'exemple que j'ai essayé de continuer à bosser, à me battre pour eux. Et puis vis-à-vis de tout le monde, en fait, après, parce que finalement, ça arrive comme ça, sans qu'on s'y attende. Et puis des fois, on a l'impression qu'on est face à un mur, qu'on se prend des mauvaises nouvelles, une deuxième mauvaise nouvelle. Après, la satisfaction de voir que les choses bougent aussi, parce que maintenant, au niveau du rectorat, alors je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet ou si c'est une multitude de cas comme ça qui se sont produits, mais
tous les ans, maintenant, on reçoit les démarches à suivre pour les adaptations nécessaires, etc. Et du coup, je trouve que ça a beaucoup évolué depuis 8 ans. Donc voilà, et puis vis-à-vis des collègues aussi, par rapport aux élèves, des fois il y en a on a de plus en plus d'élèves à besoins particuliers à gérer, ce qui représente aussi des dossiers à faire, des professionnels de santé à rencontrer des fois pour savoir les adaptations à mettre en place, et du coup une charge de travail aussi pour les collègues. Et donc des fois certains collègues disent malheureusement en fait il y en a de plus en plus des élèves comme ça, mais je dis mais en fait c'est qu'avant on les détectait peut-être pas. Pas là, Ouais, on les détectait pas, et en fait les aménagements finalement qui servent à ceux qui ont des besoins particuliers, bien souvent ils servent à tout le monde aussi. Donc en fait c'est pas plus de travail, puisque le travail ils le font pour ces élèves-là, mais il va profiter aussi aux autres finalement. Je pense qu'il y a une intégration du handicap qui évolue quand même de plus en plus. La fonction publique elle pouvait être très en retard d'ailleurs, alors ça dépendait quand même des entreprises, mais pourtant la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière, c'est quand même des entreprises publiques à de grosses tailles et pour lesquelles elles étaient parfois en retard sur l'intégration du handicap, notamment au niveau statutaire. Il y a encore des textes qui disent que quand on est porteur d'une maladie évolutive chronique, mais évolutive, on ne peut pas intégrer la fonction publique. Enfin, il peut y avoir des médecins statutaires qui peuvent dire non, c'est dans les textes et je n'accepte pas, mais il y a encore des évolutions à faire au niveau réglementaire, mais médicalement, on peut quand même trouver des solutions et les entreprises publiques, heureusement, s'y mettent à l'intégration des personnes porteurs de handicap. Voilà, les 6% de travailleurs porteurs de handicap qui sont obligatoires dans toute entreprise de plus de 20 salariés, avant à l'hôpital, c'était pas obligatoire. C'est obligatoire, ça fait quand même que 15 ans, alors que dans la régime privée, c'était depuis plus de 30 ans, je pense. Donc des fois, l'État, on peut dire que les fonctionnaires, mais non, ils sont parfois moins protégés que dans des entreprises privées, notamment même pour l'invalidité. Les invalidités première ou deuxième catégorie pour lesquelles il y a un complément de salaire quand on diminue son temps de travail, dans la fonction publique, c'est pas possible, ça n'existe pas pour les fonctionnaires en fait. Donc il y a encore du travail à faire au niveau de l'aide des personnes handicapées dans la fonction publique, mais aussi dans le régime privé. Et on comprend bien au travers de vos témoignages, donc pour avoir gain de cause, pour continuer à travailler, il faut avoir l'enthousiasme, la niaque et avoir envie de se battre. On arrive au terme de notre table ronde, mesdames et messieurs. Applaudissements à nos trois invités. On n'oublie pas le scoop de Valérie. Nous, donc le scoop Valérie. Alors les méchants, on les laisse de côté. Les écueils, on essaye de les contourner. Et nous, par exemple, il y a quelques semaines, on était découragés parce que le lieu où on prépare toutes nos réalisations de traiteurs nous a dit qu'au 31 juillet, on ne serait plus, c'était plus possible. Et c'est compliqué de retrouver en fait un lieu équipé pour continuer notre activité de traiteur. D'autant que vous le savez, c'est très normé au niveau réglementation, etc. Et donc on ne trouvait pas et on n'a pas de sous. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, on est une entreprise qui travaille dans le champ de l'économie sociale et solidaire, donc les bénéfices, on ne sait pas ce que c'est. On ne connaît pas, donc nous, l'objectif c'est d'être à l'équilibre. Et quand on est à l'équilibre et puis qu'il vous arrive plein de trucs comme ça et puis que vous voyez votre trésorerie fondre, on se dit mais non, mais on n'a même pas les financements pour acheter du matériel et recommencer. Et puis, il y a plein de gens gentils, il y a plein de gens bienveillants. Et quand on fait marcher son réseau et qu'on en parle, il y a le maire d'une commune voisine qui nous a appelé en disant « Je pense que j'ai un truc qui pourrait vous convenir ». Donc on est allé visiter avec Lou et Laurent et mon mari ce lieu. Et là, j'avais l'impression que c'était Noël après l'heure ou Noël avant l'heure. Et donc, ils nous proposent en fait une ancienne cantine scolaire. Donc qui est complètement équipé et complètement aux normes. Donc si tout va bien,
on pourra peut-être devenir et rentrer dans la cour des grands et devenir la première cuisine centrale inclusive en fait. Donc ça veut dire que là on change de dimension, mais pourquoi pas. Et parce que voilà, on a de l'énergie, on a de l'enthousiasme, même si c'est quand même difficile et qu'on a beaucoup de moments de découragement, mais ce sont tous nos jeunes qui nous donnent la force de continuer, la force de rebondir. Et donc on a aussi 3 autres projets. On a donc notre restaurant qui déménage et qui part dans un superbe lieu, ce qu'on appelle un tiers-lieu artistique et culturel. Et du coup là on va avoir un restaurant où il y aura 3 fois plus de place. On va prendre en exploitation peut-être bientôt une résidence autonomie. Et là on est en train de monter un 3e projet, cette fois sur Douai, où on va effectivement ouvrir un restaurant dans une structure médico-sociale qui sera ouvert au public. Et à 500 mètres de là, même pas, il y a un lieu de repos et de répit pour les aidants qui est ouvert à plein d'activités et qui n'avait pas de restauration et qui appartient à la même asso, et donc on va aussi là. Ça veut dire que si tout va bien, je le redis, et envoyez-nous de l'énergie positive pour que ça se réalise comme on le souhaite, on pourra tripler nos effectifs de salariés d'ici une année. Bravo. Valérie, on vous souhaite tout le meilleur pour ces projets. Merci d'être venue.